a la chance d'accueillir ce soir Bertrand Sampere, ou Sampere on dit ici peut-être. Comme tu veux, Sampere. d'UpSpot qui du coup fera une petite intro et voilà, qui nous expliquera un petit peu la vision d'UpSpot autour de l'IA. Et puis on aura aussi la chance d'avoir Johnny Cecotto qui interviendra aussi après la présentation. Après notre présentation, pour répondre aussi à quelques questions sur comment l'aventure HubSpot s'est passée pour eux. Et voilà, et vous pourrez également lui poser des questions si vous le souhaitez. Je vais rapidement nous présenter. Donc, je suis dirigeant de MI4. Je suis accompagné de Ludwig, mon associé, qui est co-dirigeant de l'agence, et Sarah Berenguer, qui est également directrice conseil et avec nous ce soir. Vous pourrez leur parler tout à l'heure si vous avez des questions. On est intégrateur CRM et IA. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est on met en place des CRM HubSpot et on déploie des solutions IA autour d'HubSpot, mais pas que. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Donc on configure des CRM, on conseille nos clients, on les accompagne au fur et à mesure qu'ils grandissent et on les forme autour de HubSpot. On est à ce titre organisme de formation certifié Calliope, c'est-à-dire qu'on peut financer une partie du dispositif par ce biais-là. Et puis ça fait 12 ans qu'on existe, on est basé à Sophia Antipolis, il y en a également une antenne à Nantes, donc on est des locaux, donc ça veut dire qu'on peut voir nos clients ici, si vous le souhaitez, on n'est vraiment pas loin et on a décidé de faire le déplacement à Monaco parce que ça fait un petit moment qu'on voulait aussi voir un petit peu nos amis monégasques. Je ne vais pas faire plus long sur MI4, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin pour qu'on vous dise un petit peu sur quel projet on a bossé, on a des références qui vous parleront peut-être. Je vais laisser Bertrand faire l'introduction et je vais lui laisser le micro au passage. Merci Stéphane. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Donc, comme Stéphane l'a dit, donc, je m'appelle Bertrand, je travaille chez HubSpot depuis une bonne question. Première question dans la salle. Entre la photo qui a été prise lors de mes premiers jours chez HubSpot et aujourd'hui, a priori, il y a combien d'un an? 6 mois, merci. On vous réinvitera. Donc ça fait 10 ans que je travaille chez HubSpot et donc ravi d'être là avec MI4 qui est un de nos tout meilleurs partenaires intégrateurs en France et sans débat possible, le meilleur partenaire intégrateur en PACA. Pas de débat. Donc, oui, quelques mots d'introduction sur HubSpot et sur donc, l'intelligence artificielle dans le luxe, qui est le thème du jour, avant de passer sur des cas concrets qui seront présentés par Sarah et sur le retour d'expérience de Johnny. Alors, pour vous expliquer ce que fait HubSpot, attends, il y a un slide qui n'est pas passé. Hop, pardon. Pour vous expliquer ce que fait HubSpot, je ne vais pas vous donner le discours officiel. Parce qu'en fait, moi, quand je pose la question à mes parents, si je posais la question à mes parents de décrire ce que je fais, malgré que ça fait 10 ans que j'y travaille, je pense que je ne serais toujours pas très serein sur la réponse qui serait donnée. Donc plutôt que vous dérouler, si vous voulez, la slide officielle, on va plutôt prendre un angle différent. Et en fait, je vais plutôt vous dire pourquoi les prospects nous parlent. Qu'est-ce qui les amène chez nous? Et Dieu sait qu'on a des données là-dessus parce que donc on a une boîte qui a à peu près 8-9 000 employés, il doit y avoir à peu près 2000 commerciaux au total. Donc des conversations avec des prospects, on en a énormément chaque jour. Et en fait, si on devait résumer ces conversations, les problématiques principales qui font que les dirigeants d'entreprise, les directeurs marketing, les directeurs commerciaux viennent nous voir, les problématiques principales, les 3 problématiques principales sont les suivantes. Donc la première chose, c'est une question de coût. Beaucoup d'entreprises viennent nous voir en disant il faut faire plus avec moins. Donc les budgets se réduisent, mais la pression sur le ROI augmente. La deuxième raison, c'est la concurrence. Beaucoup d'entreprises viennent nous voir sur des marchés très concurrentiels, quasi saturés. Et donc la question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour me différencier? Comment est-ce que je peux être plus visible? Et la troisième problématique qui va surtout nous occuper aujourd'hui, c'est le constat que les attentes clients ont aujourd'hui explosé avec le digital,
Vos clients s'attendent à des réponses rapides, ils s'attendent à ce que vous les connaissiez, donc ils s'attendent à ce que le parcours client soit le plus fluide possible. D'accord ? Et donc ça, on sait que les attentes clients et l'expérience client, c'est un facteur clé du bouche à oreille, et d'autant plus dans le luxe, où on sait que chaque interaction compte et chaque détail peut faire la différence. Donc justement, c'est sur cette dernière problématique que je voudrais insister, donc les attentes clients. C'est celle qu'on va creuser ensemble. Donc, pourquoi en fait c'est difficile d'avoir une expérience client optimale? En fait, la vraie problématique derrière ça, c'est une question de dispersion des données. Lorsque les entreprises en général viennent nous voir, on constate qu'elles utilisent en moyenne 15 outils différents. Donc ça veut dire qu'en fait, la donnée client, elle va être fragmentée, elle va être éparpillée sur 15 outils différents. Et donc dans le meilleur des cas, certains de ces outils communiquent entre eux, mais dans le pire des cas, ils ne communiquent absolument pas entre eux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, délivrer une expérience client à la hauteur de ce que les clients vont attendre, c'est quelque chose qui peut être assez périlleux. Ce qu'on voit très souvent, tous les jours, c'est qu'en fait, les équipes marketing, vente et services travaillent dans leur coin, les données sont silotées, et le symptôme de ça, c'est que par exemple, un client va devoir répéter 3 fois la même question en fonction du point de contact à qui il parle. Nous, justement, c'est la réponse qu'on apporte. C'est justement une plateforme unifiée, une plateforme unique, où vous allez avoir une vue à 360 sur votre client. Ce qui veut dire, dans les faits, moins de répétitions, plus de personnalisation. Et par exemple, 28%, une réponse apportée 28% plus rapide. Mais c'est surtout une expérience client qui va être plus rapide, plus cohérente. Et ça se remarque aussi sur les chiffres, parce que les entreprises qui ont décidé de corriger cette donnée éclatée, qui ne travaillent pas sur une donnée unifiée, elles perdent en général du chiffre d'affaires, donc 50% sur leurs clients existants. Elles perdent aussi des clients, puisqu'ils ont un niveau d'attrition qui est 2 fois plus élevé, 2 à 2 fois et demi plus élevé que les entreprises qui par contre ont corrigé ce problème de données fragmentées et qui, elles, peuvent croître jusqu'à 3 fois plus vite. Voilà. Donc voilà pourquoi les entreprises viennent nous voir, principalement pour une plateforme unifiée. Donc ça, c'est le slide officiel que je vous ai épargné. J'espère que ça a été plus clair, l'explication. Et là, vous me dites, et l'IA dans tout ça? Alors, l'IA dans tout ça, parce que l'IA, c'est un sujet, donc il y a un sujet quotidien depuis 3 ans maintenant. Est-ce que ça bouleverse les problématiques que l'on voit chez les dirigeants d'entreprise ou pas? Et la réponse est non. En fait, l'IA ne fait que renforcer l'importance d'avoir une donnée unifiée. On va prendre un exemple très très concret ensemble. Levez la main dans la salle si vous avez utilisé un outil IA, donc un LLM, sur la dernière semaine par exemple. Ok, super. Donc maintenant, gardez la main levée si vous pensez tirer un maximum des capacités de l'IA. Si vous pensez tirer le maximum des capacités de l'IA, voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un peu comme le cerveau humain. C'est-à-dire qu'on considère généralement qu'on utilise une infime partie de notre cerveau au quotidien. C'est un peu le même constat avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'utilise qu'une très faible partie des capacités de l'intelligence artificielle. La plupart des requêtes qu'on va faire sur les LLM à l'heure actuelle vont être des requêtes simples. Ça va être parfois pour moi, même en habitant à Dublin, traduis cette phrase en anglais ou traduis cette phrase en français. Ça va être résumer un email, récapitule un appel ou un rendez-vous que je viens de faire avec un client. D'accord ? Donc ce sont des requêtes relativement simples et presque, j'ai envie de dire, on n'avait pas besoin de l'IA, on pouvait rester sur Google pour avoir le même niveau de réponse. Pourquoi on n'utilise que 10% de l'IA à l'heure actuelle? Parce qu'aujourd'hui, pour que l'IA donne le maximum de ses capacités, le mot-clé, ça va être le contexte. D'accord ? Plus vous allez lui donner de contexte, plus la réponse de l'intelligence artificielle va être sophistiquée. Et donc, par exemple, les requêtes que je viens de donner, récapituler un email, traduire un message, c'est relativement simple. Mais on a j'ai un collègue dont le fils a pour ambition d'être auteur, écrivain. Et en fait, il veut écrire des livres d'heroic fantasy. Donc là, on est un peu dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et en fait, lui, la façon dont il utilise l'intelligence artificielle, c'est que
il donne à l'intelligence artificielle tout ce contexte, donc tout son univers, donc les peuples, les castes, les forces, les faiblesses, etc. Et les questions qu'il va poser, par exemple, ça va être quel est l'impact d'une baisse de ressources de ce peuple sur l'écosystème. D'accord ? Et donc là, on voit que c'est vraiment tout le contexte qui va être donné à l'IA qui va proposer une réponse hyper intéressante. Et c'est un peu la même chose avec vos clients. Si un client demain, puisqu'on était dans la thématique du yachting, dire à un agent IA, bloquez-moi une réservation sur tel ou tel bateau. Bon, ça c'est relativement simple, aujourd'hui on peut le faire. Mais ce qui est encore plus puissant, et ce qui est très difficile à faire aujourd'hui sans avoir une donnée unifiée, c'est prendre en compte tout le contexte de ce client. C'est-à-dire quels ont été les bookings précédents, donc aide-moi. Oui, les réservations. Les réservations, merci. Les charters, utilisons le jargon, les charters précédents. Avec quel équipage est-ce qu'ils ont travaillé? Quel a été le repas? Est-ce qu'une personne parmi les invités nécessitait des besoins particuliers par exemple? Et donc ça, forcément, si à chaque fois on doit redonner le contexte pour chaque demande client, c'est très très compliqué. Mais justement, l'important d'avoir une donnée unifiée, c'est que cette donnée, elle est disponible à votre agent et il pourra donner du coup la réponse la plus optimale. Donc, la donnée unifiée, même à l'ère de l'IA, c'est capital. Du coup, je vais passer la main à Sarah pour rentrer maintenant dans le concret. Vas-y, Stéphane. C'est en fait moi qui vais prendre la suite, mais c'est pas grave. Excuse-moi. C'est pas ton surnom, Sarah? Si, Sarah, si tu veux venir. C'est pas ton surnom? Je veux bien m'appeler Sarah ce soir, mais personne ne va me croire. Donc, on va parler un petit peu d'IA et de contexte. Je pense que Bertrand a très bien introduit le sujet. On va essayer d'illustrer ces cas d'usage autour de l'IA par des exemples concrets sur HubSpot. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'IA permet de faire de l'hyper-personnalisation à grande échelle et accessible à tous tout le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était un petit peu l'apanage des grands groupes, des sociétés qui pouvaient se payer des technologies quand même assez avancées. Aujourd'hui, ça devient quelque chose d'accessible à peu près à toutes les sociétés. Donc le nouveau standard du luxe, c'est devenu la personnalisation intelligente. Et on va essayer de l'illustrer à travers quelques exemples. Petit préambule, on va vraiment après arrêter de vous bassiner avec cette idée-là, mais vous avez compris que pour faire de l'IA et pour le faire intelligemment, il faut vraiment qu'on ait un socle de données qui soit unifié, centralisé, sans données propres, sans données unifiées. L'IA ne mène strictement à rien. C'est comme si j'avais une Formule 1 que je faisais rouler sur une route pleine de nids de poules. Johnny connaît bien le sujet, je pense qu'il vous dira que ce n'est pas une bonne idée. Les Anglais appellent ça cheat in, cheat out, c'est très explicite, au moins on a compris que voilà, si les données en entrée n'étaient pas de qualité, on n'arriverait pas à grand chose. Donc on a essayé d'isoler 5 fonctionnalités qui nous paraissent intéressantes pour illustrer l'usage de l'IA. Alors chez HubSpot, l'IA, ça s'appelle Breeze, c'est la surcouche ou la sous-couche, on va dire, d'intelligence artificielle. On va vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que donc, HubSpot est une plateforme qui permet de centraliser l'ensemble des interactions. Alors, ça se passe sur des outils de messagerie, des outils de chat, la téléphonie, les SMS, WhatsApp. J'en ai perdu un, et peut-être un deuxième. Voilà, parfait. À ce rythme-là, il m'en faudra un troisième bientôt. Donc, premier élément, c'est toutes les communications sont centralisées sur HubSpot. C'est vraiment essentiel pour ensuite exploiter cette donnée. Et l'autre partie qu'on va brancher sur HubSpot, si on le souhaite, il n'y a rien d'impératif, ce sont les outils métiers. Donc ça va être de la facturation, des ERP, le back-office que vous avez peut-être développé en propre, des outils de gestion d'événements, de webinaires, des logiciels d'e-commerce. Voilà, tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se branche très facilement avec HubSpot, puisqu'il y a plus de 3000 connecteurs qui sont disponibles sur la marketplace HubSpot. C'est presque du plug and play, je ne vais pas simplifier à outrance, mais si on existe aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des besoins d'intégration un petit peu plus avancés, notamment pour les outils, les outils métiers. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a un socle de données qui est solide pour aller déployer des technologies et des agents IA.
Ça se passe très simplement sur HubSpot, hein. C'est juste pour finir d'illustrer cette partie centralisation des communications. Ça, c'est vraiment issu, extrait de l'interface HubSpot, hein, pour que vous compreniez la philosophie. Je vais brancher mon Gmail, mon Microsoft 365 en 2 clics. Je vais brancher mes formulaires, mon Messenger, mon WhatsApp, la téléphonie IP si vous en utilisez aujourd'hui. Tout ça se fait de manière vraiment très simple et tout ça va se déverser dans cette base de données centralisée et dans une sorte de inbox centralisée qui permet vraiment d'avoir un espace où je vois toutes les conversations au même niveau. Donc si vous avez commencé une conversation sur WhatsApp, vous pouvez très bien la terminer par mail ou finalement avoir un SMS qui permet de la conclure. Alors, en général, on sait que ces conversations sont quand même assez fragmentées et ne permettent pas finalement d'avoir un historique qui soit partagé avec les équipes. Alors, première fonctionnalité que je voudrais vous présenter, c'est ce que HubSpot a appelé l'agent de prospection. Alors, l'agent de prospection, c'est une automatisation qui va utiliser des données qui sont soit externes, donc des données qui peuvent être le site internet des prospects, qui peuvent être des sources comme le registre du commerce, qui peuvent être des blogs, qui peuvent être des sources d'actualité. Donc tout ça va permettre de faire de la prospection intelligente, c'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer un icebreaker, c'est-à-dire un prétexte pour adresser la conversation avec une personne. Ça, c'est pour illustrer, par exemple, c'est pas l'exemple que j'ai là, mais si vous avez une personne qui a participé à un salon, l'IA va détecter peut-être la présence à ce salon et du coup adresser la parole à cette personne en mentionnant ce salon. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Là, on est plus dans le contexte d'un client existant, hein. Ça, c'est vraiment un extrait de notre CRM, donc ça vous montre vraiment une interaction réelle. Ce client, en fait, finalement, l'IA va aller chercher de l'information dans le CRM pour évoquer le fait que nous avons déjà travaillé ensemble sur des intégrations. On va évoquer ces interactions, cet historique, et donc éviter du coup de perdre du temps pour aller rechercher cette interaction et cet historique. Donc l'IA en fait va écouter ces signaux qui sont généralement des signaux faibles, hein, qui sont des choses qui se passent tous les jours dans les boîtes de conversation, dans les emails, et va vous proposer, donc vous avez ici une liste de profils qui sont proposés, avec un email qui est pré-rédigé, soit dans une optique de prospection à froid, donc là c'est vraiment lorsque je vais chercher des nouveaux prospects, HubSpot va me proposer de leur adresser la parole dans un contexte ultra personnalisé, soit ce sont déjà des clients existants, et HubSpot va me proposer des ventes complémentaires, des ventes supplémentaires, grâce au contexte qui est stocké dans le CRM. Je pense qu'on a ici un exemple qui est d'ailleurs en train de dérouler. Vous voyez en fait l'agent de prospection qui va traiter une liste de contacts. Alors vous voyez peut-être pas grand-chose puisque du coup la résolution n'est pas terrible. Ce que je voulais vous dire sur cet agent de prospection, c'est qu'il va vraiment booster les taux de réponse de vos prospects et de vos clients. Donc les statistiques, on a un tout petit peu de recul dessus. Ça va être un taux de réponse qui est 2 fois plus élevé pour ces emails que des emails traditionnels. C'est-à-dire des emails qui sont simplement personnalisés avec le prénom ou le nom de la société. On va gagner 95% du temps dans la rédaction qui va être finalement automatique. Hein. Là, je n'ai plus qu'à ouvrir ce mail, éventuellement lui demander de rédiger une nouvelle version en un clic. Hein. Ça se passe vraiment de manière très simple. Et je vais avoir un engagement qui va être beaucoup plus important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question d'ouverture, ça va être aussi un taux d'engagement qui va être très supérieur. Donc la stat qu'on a pu sortir, c'est 3,5 fois plus d'engagement avec ces contacts lorsque je les contacte avec du contexte. Encore une fois, c'est le sujet dont on parle. Deuxième sujet qui vous intéressera également, c'est celui du scoring. Alors le scoring, c'est tout simplement la capacité de analyser les données
pour avoir une lecture objective de ces données et non pas un feeling. Aujourd'hui, on sait qu'on va fonctionner beaucoup au feeling lorsqu'on va regarder notre pipe commercial ou notre CRM. En fait, ce scoring, il est tout simplement basé sur des signaux, encore une fois, qui sont remplis par les clients ou les prospects au fur et à mesure qu'ils communiquent avec vous, qu'ils remplissent des formulaires, qu'ils passent des appels, qu'ils passent des commandes. Et donc, on peut s'en servir à la fois pour les prospects, pour donc, les scorer, c'est-à-dire les classer par ordre de priorité. Si ce prospect a ouvert 15 fois mes mails, qu'il est venu 10 fois sur le site internet, qu'il est dans ma cible, c'est-à-dire que j'ai défini au préalable une cible idéale d'entreprise ou de profil, et qu'il fait partie de ces profils-là, je vais lui donner des points supplémentaires. Et tout ça va nous permettre de vraiment avoir une liste de contacts qui va être triée avec des niveaux d'importance. Donc on peut évidemment les trier par score également. Et puis lorsqu'on va avoir une démarche de prospection, on va se démarrer par évidemment le haut du panier. Mais ça marche aussi pour les clients, par exemple ceux qui ont le plus de consommation de services, ceux qui ont le plus de transactions dans le pipeline, ceux qui ont eu le plus d'interactions ou le panier le plus élevé. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut définir dans ce type d'écran. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais en gros, vous avez compris qu'on va pouvoir donner des points positifs à un prospect ou un client en fonction des interactions qui nous intéressent. Et je vais pouvoir aussi avoir des points négatifs en fonction des actions qui nous intéressent moins. Si un candidat à un de mes postes s'adresse à nous, je ne vais pas forcément le jeter, mais je voudrais l'enlever de ma liste de prospects prioritaires, même s'il a rempli le même formulaire de contact que mon prospect favori. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va définir dans ce type d'écran de configuration, et ça peut aller vraiment très loin. On va même pouvoir désormais chercher de l'information sur ce prospect sans que l'information soit stockée dans le CRM. On va vous montrer un exemple un petit peu plus loin. Troisième exemple, qui est vraiment quelque chose qui est dans la continuité de ce discours sur l'unification, la centralisation des données. À partir du moment où je centralise ces données, l'IA et HubSpot va me faire une synthèse. Alors là, elle est encadrée à droite ici, de l'historique de ce contact. Donc depuis son arrivée dans le CRM, et ça peut être vraiment des historiques qui ont vraiment plusieurs années d'historique, je vais en un clic voir quel est le contexte de conversation. Est-ce que j'ai un litige en cours? Est-ce que j'ai une transaction en cours avec ce prospect? Tout ça, c'est des choses que l'IA va vous résumer. Et donc, je n'arrive jamais à un rendez-vous sans avoir jeté un œil sur ce petit encart. Et je suis toujours parfaitement préparé. En tout cas, en théorie. La même chose s'applique par exemple ici à une transaction, donc un deal ou une affaire, si, dans votre jargon peut-être. On l'a anonymisé, mais ici vous avez un résumé de cette transaction qui permet à un commercial ou un représentant commercial d'avoir vraiment l'ensemble des précédentes étapes, la prochaine étape si elle est prévue. Tout ça, c'est quelque chose qui est extrait automatiquement des propriétés, donc des champs qui ont été remplis dans le CRM, mais aussi des conversations qui ne sont pas forcément structurées, qui sont stockées dans le CRM. Ça va, c'est clair tout ça pour vous? Ça vous parle? Donc voilà, résumé, j'imagine que certains d'entre vous utilisent des outils comme Meet, Teams, Zoom. Tout ça peut être branché automatiquement au CRM. Donc je n'ai pas à faire des copier-coller de transcripts ou de synthèse d'appels. Les appels ou les visios que je fais sont directement stockés dans la base de données et je n'ai plus à me soucier en fait de prendre des notes. Alors c'est évidemment toujours bien de le faire, mais honnêtement j'en prends plus beaucoup aujourd'hui. Tout ça va alimenter automatiquement notre base de données. Et pour terminer sur cette partie prévisionnelle en fait et synthèse, l'IA va aussi permettre d'évaluer le potentiel de chiffre d'affaires, donc le prévisionnel de chiffre d'affaires, en analysant mon pipeline. Donc là, pour ceux qui utilisent des CRM et qui ont des pipelines commerciaux,
On avait jusqu'à présent des outils qui permettent de pondérer chaque étape de ce pipeline pour avoir un prévisionnel de chiffre d'affaires. L'IA permet d'utiliser les signaux faibles dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si une personne a multiplié les interactions avec moi, a ouvert 15 fois ma proposition commerciale ces 10 derniers jours, en fait, je vais ajouter du poids à cette transaction et je vais estimer que cette transaction a beaucoup plus de chances de se conclure que d'autres. Donc ce forecast, qui est vraiment un casse-tête pour les directeurs commerciaux ou pour les gérants d'entreprise, il devient de plus en plus précis, de plus en plus fin grâce à l'IA. Et c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente au quotidien avec nos clients. Quatrième exemple qui semble assez nébuleux, hein, l'agent IA pour la data. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir analyser des conversations qui sont par définition non structurées. Donc voilà, tout ce qu'on est en train de se dire ce soir, les appels, les emails, les SMS, les WhatsApp, tout ça sont des données qui sont du texte à la fin, qui n'est pas structuré. L'agent IA pour la data, en fait, c'est quelque chose qui va comprendre, analyser les données de conversation et les stocker dans des champs, dans des propriétés du CRM pour en faire des données structurées. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez révolutionnaire parce que jusqu'à présent, ces conversations étaient une mine d'or qui n'était pas exploitée, hein, à part par les personnes qui prenaient le temps de les consulter et de les relire. Donc on arrive dans une ère, en fait, où on va pouvoir enrichir automatiquement le CRM sans avoir à remplir des formulaires, remplir des propriétés. Et je pense qu'il y a un petit exemple qui l'illustre. Je vais essayer de vous donner des exemples concrets, hein, pour que vous puissiez comprendre. Dans cet exemple-là, en fait, on a un agent qui va en fait rentrer automatiquement, enfin aller chercher automatiquement les principaux concurrents d'une entreprise qui rentrerait dans votre CRM. Donc là, imaginons qu'un prospect remplit un formulaire de contact sur votre site internet. Cet agent va aller chercher les principaux concurrents de cette société et va pouvoir l'alimenter sans avoir à faire des recherches. Ça pourrait être aussi des recherches sur le chiffre d'affaires. Alors tout ça, c'est des données qui sont enrichies automatiquement par HubSpot, mais on a d'autres exemples. J'en avais un deuxième en tête sur le Data Agent là, qui me sort de la tête, mais peut-être que je l'ai juste après. Non. Sur le Data Agent, j'avais un autre exemple en tête. Ouais, il y a un exemple. Bonsoir à tous. Donc HubSpot est un outil qui permet de mettre en place des automatisations pour le marketing. Vous avez la possibilité notamment d'exécuter des prompts en fait lors de ces automatisations. Donc c'est faire à peu près le même travail que fait cette propriété intelligente, mais de manière à pouvoir personnaliser du contenu. Typiquement, aujourd'hui, quand on fait des campagnes marketing, on va vouloir automatiser par exemple une relance de panier abandonné. Voilà, donc une relance de panier abandonné, quelque chose de très simple. On a le panier qui est dans le produit qui est dans le panier, l'achat n'a pas abouti, cette donnée remonte dans HubSpot et avant l'arrivée de l'IA, on allait tout simplement envoyer un email, bonjour monsieur, vous avez oublié tel produit dans votre panier, etc. Veuillez reprendre quand vous avez arrêté. Aujourd'hui, avec l'IA, en fait, typiquement, on pourrait aller faire un prompt pour aller récupérer l'historique de consommation de cet utilisateur et faire un email qui, au lieu de dire tenez, voici le produit que vous avez dans votre panier, c'était en fait, voilà le produit que vous avez dans votre panier, mais en même temps, on a remarqué qu'il y a un an, vous aviez consommé tel produit qui a une durée d'usure à peu près d'1 an, donc on vous suggère aussi de prendre ce produit-là en plus, et ça, complètement automatisé de manière 100% transparente en fait pour les équipes marketing. C'est des automatisations qu'on met en place initialement et l'agent derrière permet donc non seulement de délivrer un message qui est hyper adapté à la cible, mais at scale. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre ça en place pour la totalité des contacts de votre base de données. Voilà, c'est un exemple supplémentaire. Ouais, merci pour le petit reminder. C'est vraiment l'équivalent de ce que vous feriez dans un chat GPT pour avoir le plus de contexte possible sur un prospect ou un client, mais traité de manière automatique par votre CRM pour remplir ces fameuses propriétés dans la base.
Dernier exemple que je voudrais vous présenter, qui est peut-être un des plus puissants dans le domaine du support et du service client. Alors vous avez tous utilisé des chatbots, c'est un principe qui est quand même assez universel maintenant pour ceux qui n'ont pas envie de remplir de formulaires. On peut converser avec ces chatbots. Ils deviennent vraiment intelligents, c'est-à-dire qu'en les alimentant avec les données de votre entreprise, donc base de connaissances, les questions, réponses que vous avez déjà produites, votre site internet évidemment, des PDF, voilà, toute source de données qui est pertinente, des fiches produits. Tout ça va alimenter des chatbots qui vont être capables de traiter énormément de questions en avant-vente, mais aussi en après-vente. Et sur l'après-vente, on a des statistiques qui sont assez incroyables parce que finalement, on commence à avoir un petit peu de recul aussi. Je vais te dire une bêtise, Bertrand, si tu me corrigeras si c'est le cas, mais je crois que récemment, il y a eu une petite étude de données là, côté HubSpot qui disait qu'on traitait à peu près 50% de demandes supplémentaires pour un coût qui était 3 fois inférieur. Hein, c'est ça la stat? La stat, donc effectivement, on commence à avoir pas mal de recul sur les clients qui utilisent cet agent. Et la stat qu'on a chez nous, c'est que cet agent-là résout entre 50 et 65% des conversations en moyenne. Okay, dans le meilleur des cas, 90%. Mais ce que ça veut dire, c'est que, en gros, si vous avez 10 personnes au support client aujourd'hui, l'agent, ça va être un peu une loi de Pareto, ça va être du 80-20. L'agent va pouvoir répondre à 80% des réponses, enfin, on va dire entre 50 et 65. Okay, et ce qui veut dire que vos agents du support vont pouvoir se concentrer sur les tâches les plus complexes et celles qui ont le plus de valeur ajoutée. Parce qu'en fait, répondre à une question sur le chat en disant à quelle heure ouvre votre magasin, ça n'a pas énormément de valeur ajoutée. Ça prend du temps à une personne au support, mais ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et donc ça, vous pouvez le détourner, vous pouvez l'automatiser. Alors que les requêtes plus complexes, là où vont vous attendre vos clients, ça, vous pouvez du coup les laisser aux agents humains et ils auront du coup plus de temps pour le traiter. Donc voilà. Je précise quand même, c'est important de contextualiser, c'est que les chatbots, ça fait longtemps qu'on les a sur le marché, on va sur des sites avec des chatbots dans tous les sens. Ils ont rarement eu, en tout cas pour ma part, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais ils ont rarement eu en fait un effet extrêmement satisfaisant. Les réponses étaient à côté de la plaque. Bien souvent, on demande quand même à rencontrer une personne physique pour avoir une réponse. Là, c'est pas le même type d'agent en fait, c'est-à-dire que les réponses sont vraiment alimentées par un LLM qui va prendre ces informations dans le CRM et dans vos données unifiées. Donc la réponse, elle est contextualisée. Avant, un chatbot, il aurait été incapable sur le site, de me renseigner sur une commande que j'ai passée, sur un décalage de billet d'avion, sur potentiellement un conflit au niveau de la livraison de ma commande. Aujourd'hui, en fait, le chatbot, il est tout à fait en mesure de répondre en fait à ces exigences parce qu'en fait, il a accès à la donnée. Il a accès à mes informations sur mes commandes, il sait quand est-ce que sont livrés mes colis, il sait quel commercial a discuté avec moi et il est au courant en fait de l'évolution de nos échanges. Donc, en fait, là, il y a une vraie différence sur le chatbot alimenté par l'IA tel qu'on le voit et tel qu'on parle aujourd'hui et le chatbot tel qu'on peut le connaître depuis 5 à 10 ans qu'il est sur le marché. Ouais, je vais rajouter un truc qui s'est pas enregistré là. Non mais moi-même, il y a quelques mois, on va dire 6 mois, on avait tous fait l'expérience de requêtes qui avaient été faites à l'intelligence artificielle où la réponse elle était pas terrible. Il y a vraiment eu une grosse accélération sur la qualité, sur la précision des données ces derniers mois. Donc si vous étiez resté il y a quelques mois, tiens j'ai fait une demande à un LLM, c'était pas très satisfaisant, je vous recommande de refaire la même requête maintenant et de voir la réponse. Et après, il y a quelques aussi filets de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une question qui est tout le temps posée, vous savez que vous ne pouvez pas passer à côté, enfin vous devez vraiment donner la bonne réponse, vous pouvez tester l'agent de toute manière. Vous pouvez lui poser des questions et voir ce qui va vous répondre. D'accord ? Et vous pouvez aussi le former en disant en fonction de la question, la réponse se trouve ici, etc., etc. Donc vous avez un certain nombre quand même de filets de sécurité aussi pour que au niveau de la qualité, ce soit à la hauteur de ce que Hotmart propose. Je pense même qu'on va illustrer la question des filets de sécurité par cet écran, alors en fait qui est juste un exemple d'écran de configuration HubSpot. Ici, on va donc dire à l'IA de l'agent de service client quels sont les cas de figure qu'on va traiter. Donc,
peut-être que ça se fait sur le... Non, l'exemple d'avant, hop, c'est celui-là. En fait, ici, par exemple, je vais avoir un critère de qualification qui va me permettre de dire à qui je souhaite vraiment m'adresser. Donc, l'IA va comprendre que, dans certains cas, les conversations ne seront peut-être pas pertinentes et ils vont peut-être clore poliment le débat avec la personne qui converse. Dans d'autres cas, lorsque tous les critères de qualification sont prêts pour un engagement commercial, on va en fait proposer de réserver une réunion, de booker un appel. Donc ça, c'est une instruction qu'on va lui donner. Et puis lorsque le lead est partiellement qualifié, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas tous les critères, mais on pourrait le travailler, on va l'amener peut-être vers une autre étape où il va recevoir des scénarios ou un scénario d'email où il va être rappelé par une personne qui va essayer de creuser davantage. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut vraiment contrôler et on peut illustrer, je pense qu'on a un autre exemple d'ailleurs qui illustre cette partie-là. Je pense que là, c'est un exemple plutôt dans l'après-vente, hein, donc des clients qui utilisent ce petit chatbot pour vraiment répondre aux questions de support niveau 1 qui sont vraiment celles qui sont le mieux traitées par cet agent. Aujourd'hui, moi, j'avoue que je préfère largement obtenir une réponse immédiate par ce type de chatbot que de devoir passer par un plateau d'appel ou de devoir ouvrir un ticket, d'attendre 48 heures à minima. Et tout ça, ça permet d'épurer entre 50 et 90% des conversations, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, l'IA ne s'arrête pas le week-end. Et nous, on observe que les sociétés peuvent vraiment, du coup, non pas remplacer leur service et leur support client par l'IA, mais aussi sublimer un petit peu cette relation client pour mettre l'humain là où il faut, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un changement qui est assez énorme. Voilà ce que je voulais vous montrer pour illustrer la partie cadrage. En fait, c'est ce que expliquait Bertrand, c'est qu'on va pouvoir en fait, définir les questions les plus critiques pour l'entreprise pour être sûr que l'IA y réponde correctement. Donc, si une question est posée sur votre cœur de métier, sur vos tarifs, sur des choses que vous ne voulez pas forcément laisser trop de liberté à l'IA, vous pouvez en fait définir des questions critiques qui sont aussi issues peut-être de toutes les questions que vous avez reçues sur ce chatbot et donc lui donner un cadre. Donc tout ça, voilà, c'est pour vous dire que l'IA ne fait pas ce qu'elle veut, on lui donne un cadre. Il y a également beaucoup de sécurité qui est apportée autour de tout ça, hein. Vos données, elles ne se baladent pas sur les LLM, c'est vraiment quelque chose qui est stocké et protégé sur votre CRM. Et ça permet vraiment d'avoir un cadre qui est vraiment très vertueux. Donc ce qu'on peut vous dire pour conclure cette partie-là, c'est que en fait, les interactions avec les entreprises, avec vos clients, qu'ils soient d'ailleurs des particuliers ou des entreprises, elles deviennent vraiment beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus personnalisées grâce à l'IA, quoi. Et évidemment, il y a des questions de coûts qui sont en jeu, donc les coûts sont largement réduits. On voit que il y a des mouvements de réduction de personnel, hein. Ça, c'est pour la partie RH, hein, qui est évidemment moins drôle pour ceux qui sont concernés. Mais la plupart de nos clients qui mettent en place ces technologies-là vont en fait plutôt réaffecter ces ressources-là vers des rôles qui sont plus frontaux avec le client, vers lesquels ils vont pouvoir aussi avoir de l'interaction. Une partie des gens qui conversent avec ces chatbots veulent parler à un humain à un moment donné, et ces humains-là deviennent beaucoup plus disponibles grâce à ces technologies. Il y a une autre stat qui est intéressante, hein, c'est que d'ici 2028, Gartner, en tout cas, pense que 70% des parcours de service client débuteront et seront résolus par des assistants conversationnels. Donc c'est assez vertigineux parce que 2028, c'est demain, et nous, c'est vraiment le mouvement qu'on observe aujourd'hui. L'IA, encore une fois, ne remplace pas le service client, elle va l'amplifier et permettre on maximise la satisfaction client. Et c'est vraiment tout le but du discours, hein, qu'on a avec vous ce soir. Lorsqu'on parle de luxe, on parle souvent de clients importants, de VIP. Et donc tout ce qu'on vous dit ce soir, c'est que vraiment on peut aller vers l'ultra-personnalisation sans perdre finalement le lien avec le client et la qualité de la relation humaine qu'on recherche derrière tout ça. On le sait, dans le luxe, ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Et donc cette expérience, elle va vraiment être sublimée avec ces technologies.
L'expérience, c'est aussi ce qu'on voulait vous partager ce soir, puisque du coup, on a la chance d'avoir avec nous un de nos clients. Donc, je vais inviter Johnny Cecotto à nous rejoindre, parce qu'on aimerait qu'on puisse vous partager quelques retours d'expérience. Alors, je ne sais pas si ce micro-là va fonctionner, mais de toute manière, on va se le partager. Oui, il marche. Bon, parfait. Bonsoir. Hop, si tu veux, on va s'asseoir. Donc Johnny, merci d'être avec nous et du coup ravi de t'avoir avec nous parce que on sait que outre, alors je ne vais pas présenter Johnny, mais je vais peut-être te laisser te présenter rapidement le groupe Stars également avant de te poser quelques questions. Oui, alors bonsoir tout le monde, je suis Johnny Cecotto, ancien pilote de voiture de course et en 2019 j'ai fondé le groupe Stars qui a commencé très petit qu'avec les voitures. Aujourd'hui, on s'occupe de voitures, aviation, yachting et immobilier. Et tous les services qui sont annexes à ces services-là. Donc, dans les voitures, les transports, la réparation des jantes, les pneus, la mécanique, les films de protection, et les immatriculations, les importations, les exportations, un peu tous les services qu'on peut imaginer. Et dans l'aviation, le yachting, on fait la gestion des appareils, on fait la gestion des charters, on aide à acheter, à revendre pour nos propres soins et pour nos clients. Et dans les... Ah oui. Ça m'est arrivé. Ok, pardon. Et dans l'immobilier, très, très similaire. Et aujourd'hui, surtout dans les dernières 12 mois, on va dire, on arrive vraiment, grâce aussi à HubSpot, à unifier les clients sur les différentes business units. Donc, on arrive à passer les clients d'un business unit à l'autre. Et surtout ce week-end-là, on a eu un client qui maintenant est sur 3 business units différents. Qui m'a envoyé des messages, qui était extrêmement content avec la qualité de service qu'il a reçu dans les différents business units. Et donc, c'est un peu grâce à ces expériences et ces retours-là qu'on a choisi aussi d'utiliser des outils comme HubSpot pour que les clients ils sont vraiment satisfaits de notre travail. Après, c'est sûr que aussi c'est notre philosophie et notre passion de vraiment aider le client et qu'après il est content et il nous passe des autres personnes qui ont besoin de nos services. Merci. Toujours pas. Ouais, merci Johnny. Alors, outre le fait que Johnny a été très discret sur son parcours de pilote, parce qu'il a vraiment un parcours qui est assez exceptionnel, on voulait aussi mettre un petit coup de projecteur sur le groupe Stars parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que le groupe Stars a réussi à mettre en place et notamment, nous on a été assez impressionnés par le fait que Johnny arrive à déployer HubSpot. C'est la première fois qu'on rencontrait une société qui avait déployé autant de choses sur HubSpot en autonomie, donc je pense que Johnny est aussi un geek affirmé. Et donc, pour le coup, c'est des business units qui sont très différentes en termes d'activité et qui, en fait, permettent de centraliser l'ensemble des activités du groupe au sein d'une même plateforme. Donc, ça m'intéressait de savoir comment tu en étais venu à avoir choisi HubSpot. Est-ce que tu avais fait un parcours du combattant avant? Comment tu en es venu à choisir HubSpot? Mais en fait, en 2015, j'avais investi dans une société en Espagne qui était fondée par mon entraîneur quand j'étais pilote et que était dans le technologique et dans le technologique. Aujourd'hui, j'ai fait un exit avec succès cette année. Mais et donc en fait, ils avaient essayé plusieurs CRM et il m'a conseillé ce CRM qui est HubSpot parce qu'il m'a dit il est très maniable, il y a beaucoup d'outils avec lesquels on peut commencer à faire un peu d'essai et comprendre et pas trop compliqué.
Ça, c'était encore en fin de 2019, je crois. Et bon, surtout en France, en France, Monaco, on n'utilisait pas du tout ce type de logiciel. On avait encore beaucoup de logiciels qui étaient un peu à l'architecture ancienne, des logiciels installés sur l'ordinateur qui n'étaient pas très souples à la collaboration, qui utilisaient beaucoup aussi Windows, que nous, chez Stars, depuis le début, on a toujours utilisé Mac. Et que je voyais beaucoup trop de clics, beaucoup trop on n'arrivait pas à faire du multitasking, on n'arrivait pas à faire beaucoup de choses. Donc je voulais innover déjà à ce moment-là. Et on s'est retrouvé content avec ce système, et depuis on a toujours évolué. Et pour revenir un peu en arrière, en fait, sur les parties que vous avez évoquées tout à l'heure, pour nous, c'était des choses très différentes, parce qu'en fait, pour le type de service qu'on a, on n'a pas de produits récurrents, on n'a pas les voitures qu'on vend, on peut les vendre qu'une fois. Les yachts, on a besoin plusieurs fois de faire des charters, mais c'est quand même des choses très très spécifiques. Donc on n'a pas tellement ce recherche de lead, parce que une fois que c'est vendu, c'est vendu. Mais on a surtout en tête de donner un bon service à nos clients. Et c'est grâce au CRM que souvent on a pu reconnecter avec ce client plusieurs fois, que si on n'avait pas ce logiciel, c'était beaucoup plus compliqué. Je vous fais un exemple, par exemple. Et on avait vendu une Lamborghini à un client, et une fonction très intéressante avant l'IA, que maintenant c'est beaucoup plus intégré, tout ça. Mais c'était la fonction en fait de l'ouverture de mail et la visualisation quand les clients visitaient notre site. Et donc en fait, on avait mis en place des workflows que si un client qui avait acheté chez nous, s'il revenait sur le site, environ 1 à 2 heures après, on avait des notifications qu'il est retourné sur notre site. Et donc on avait un client qui avait acheté une Lamborghini chez nous 1 an avant, et il arrive sur le site. Et il regarde le site, on a une notification, donc dans la direction commerciale, on dit « Ah oui, c'est ce client, ça fait 1 an qu'on ne lui a pas parlé ». Et il a passé 4-5 pages, 10 minutes sur le site. On attend 1 heure, 2 heures, parce que sinon c'était un peu bizarre, mais on l'appelle et comment ça va, très très easy en fait. Et le client il dit c'est marrant parce qu'il y a 2 heures en fait j'étais sur votre site, je regardais un peu de voitures. Ah vraiment? Et donc on a passé 20 minutes au téléphone, on lui a vendu une voiture. Et donc c'est des expériences comme ça que sont quand même très très exceptionnelles, et qui nous permettent vraiment de dire l'investissement et le travail, pas seulement économique, parce qu'il faut faire de l'investissement aussi en temps, et surtout à cette époque, parce que toutes les parties aussi, aujourd'hui vous parlez que c'est de A à Z. Et c'est vrai, aujourd'hui, le CRM amène jusqu'à la vente, à l'encaissement en fait, pas seulement la facturation, mais même à l'encaissement, que aide beaucoup au développement aussi de la société, au suivi, et permet de grandir beaucoup plus rapidement. Mais à l'époque, non, on n'avait pas la partie facturation, on n'avait pas la partie encaissement. Donc, il fallait vraiment dédier à dire, OK, je mets à jour les différentes étapes du pipeline.
et même sans avoir vraiment une utilisation derrière pour dire ok, j'ai clôturé le deal, je passe à la facturation automatique. Il fallait vraiment se mettre et dire ok, je le fais. Et donc c'était du temps dédié mais qui derrière rapportait du business. Et aujourd'hui, depuis maintenant avec les nouvelles intégrations, mais aussi avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, ça devient à un certain moment un peu compliqué. Et c'est pour ça aussi qu'il faut des partenaires comme MI4 qui peut aider à connaître toutes les fonctionnalités. Parce que même si on est un peu geek comme moi, comme tu me disais avant, c'est pas toujours évident que quand on gère une société avec plusieurs business units, avec beaucoup de gens qui travaillent, qui sont dans des différentes parties de la société, on a aussi le temps de dire ah oui, là il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a une nouvelle app qui s'intègre, et donc pouvoir toujours améliorer ça, et que après on peut faire ou on ne peut pas faire parce qu'à un certain moment ça devient énorme aussi, mais déjà des petites améliorations des fois ça peut faire une grande différence, surtout maintenant avec l'IA, en intégrant ces data au CRM peut quand même aider pas mal et créer de nouvelles opportunités en fait. C'est effectivement, pour réagir à ce que tu dis, c'est un vrai sujet, le suivi des mises à jour, des évolutions d'HubSpot. Nous, on fait que ça. Et il faut avouer que c'est assez vertigineux, le rythme de production, d'update. Tu pourrais féliciter les équipes HubSpot, Bertrand, parce qu'on a du mal parfois à suivre. HubSpot investit 20% de son chiffre d'affaires dans la R&D. Donc c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais il faut aussi suivre ce mouvement-là. Donc c'était peut-être une des questions d'ailleurs que je voulais te poser, c'était quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lorsque tu as commencé à mettre en place HubSpot? Quels sont les conseils que tu pourrais donner aussi à ceux qui se lancent dans la mise en place ou le transfert vers un CRM comme HubSpot? Mais alors, difficulté, c'est quand même un monstre un peu. HubSpot, quand on le voit comme ça, on arrive dessus, on dit, on ne sait même pas où cliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Après, c'est vrai qu'on peut commencer un peu petit, on peut dire, ok, j'utilise certaines fonctionnalités. Quand on commence à l'utiliser, on a toujours envie de l'utiliser un peu plus. Mais déjà, qu'en utilisant un peu comme le cerveau, le 10%, c'est quand même déjà une grosse aide. Et après, une fois qu'on voit que ça commence à évoluer, on peut toujours faire appel à des prestataires qui peuvent aider pour améliorer. Je pense que pour nous, ce n'était pas le cas. Bon, c'était très tôt en 2019. On n'avait pas trop de support quand on a commencé. Et je pense qu'on l'a un peu développé à notre sauce. Donc, certaines fonctionnalités vraiment pures CRM, on ne les a pas trop utilisées, comme par exemple la partie inbox générale, qui est très puissante et très importante, surtout dans la croissance de la société. Et c'est un peu le fait qu'en fait, on reçoit un mail dans la boîte mail partagée, et quand on est à 3-4, c'est facile, tu t'occupes de ce mail, moi je m'occupe de l'autre, et le troisième s'occupe du troisième mail. Mais quand l'équipe grandit, on est maintenant presque 50 personnes, et on a ce problème que en fait, on voit le mail arriver, 3-4 personnes regardent le mail qui arrive, et après ils disent mais c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Et en fait, il n'y a personne qui s'en occupe, parce que tout le monde pense c'est pas de ma responsabilité. Donc ça, je pense que c'est un peu la base d'un CRM. C'est quand ils l'ont pensé il y a des années en arrière, ils ont dit déjà c'est de s'occuper de toutes les requêtes qui rentrent. Et ça, pour ça déjà, c'est super puissant.
Mais il faut sûrement se mettre là, réfléchir un moment et avoir des personnes qui l'ont fait déjà plusieurs fois, intégré plusieurs fois pour des autres sociétés, qui peut dire, ben là, c'est assez basique pour quelqu'un qui l'a fait déjà 1000 fois, mais pour quelqu'un qui lance une société, il réfléchit peut-être pas comment structurer cette mise en priorité des contacts et avoir un suivi. Et ça sert surtout, après quand la société grandit, on peut faire vraiment du scaling de la société très rapidement parce qu'après on peut dire, ok, cette personne s'est occupée de 50 problèmes cette semaine, l'autre personne 5. Donc on peut dire, ok, là il y a un souci, on peut comprendre quelles personnes ont besoin peut-être plus de aide pour améliorer ces choses et surtout on peut voir qui est fort dans la société, qui peut aider vraiment à faire une croissance à la société et surtout la partie la plus importante c'est de vraiment donner les réponses à nos customers. En anglais, le mot customers, il est un peu plus sympa que client, parce que client, il paraît qu'on veut juste prendre son argent. En anglais, il y a client et customer, c'est un peu plus une relation. On veut aider et donner un service qui peut résoudre des problèmes plus que juste facturer le client. Et pour ça, je pense que HubSpot est très intéressant pour ça. Est-ce qu'il y a des... Alors, tu parlais d'automatisation comme la visite du site internet après, avec un rappel après 1 heure. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place en termes d'automatisation ou d'IA? Parce que finalement, tu as démarré l'aventure HubSpot avant l'arrivée de l'IA, je crois. Est-ce qu'il y a des choses qui vous servent aujourd'hui ou que vous projetez d'utiliser avec l'IA, peut-être parmi les choses qu'on a présentées ce soir? Oui, mais alors l'idée c'est vraiment d'intégrer l'IA au maximum. Je répète un peu, pour nous c'est un peu plus complexe que pour beaucoup d'autres structures, vu que nos services et nos produits sont très personnels, ils changent chaque fois. Les voitures d'occasion, c'est vendu une fois et après, il n'y a plus jamais la même. Le yacht, c'est vendu une fois, à moins qu'on vende des yachts neufs, mais même ça, c'est généralement très personnalisé. Donc pour nous, c'est pas évident. Même quand on vend des pneus, par exemple, aujourd'hui, il y a tellement de références de pneus. Presque chaque modèle de chaque marque a son propre pneu avec sa propre homologation. Donc, c'est un peu difficile d'automatiser cette partie de lead pour notre type de société. J'imagine que des autres sociétés qui vendent, par exemple, un logiciel, qui vendent des produits qu'on produit en 10 000 exemplaires, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Et après, l'idée, c'est sûr qu'on voudrait utiliser beaucoup plus l'IA. On l'utilise déjà énormément dans la société. Donc, depuis maintenant, je pense, 12 mois, on utilise ça beaucoup, toutes les heures du bureau. On utilise de l'IA. Et on essaye au maximum d'intégrer ça dans HubSpot. La partie la plus importante pour pouvoir l'utiliser, je pense, c'est aussi de vraiment faire ce tri de la data pour avoir vraiment tous ces data qui sont tous dans le CRM, que c'est pas si évident des fois parce que le WhatsApp, chaque commercial a son propre WhatsApp, a ses propres SMS. Nous, on a intégré par exemple notre centrale de téléphone, donc on voit dans HubSpot chaque client qui appelle, combien de temps, à quel moment, avec qui il a parlé. Aujourd'hui, on est en train de aussi intégrer les transcriptions des appels avec l'IA et tout ça. Donc ça va encore nous augmenter les appels, mais il y a aussi toute cette partie des clients qui appellent sur WhatsApp, qui appellent sur le portable du commercial.
que c'est pas toujours évident de rentrer tout ça dans le CRM. Mais peu à peu, on essaie vraiment de maximiser aussi cette utilisation pour l'IA, pour nous aussi. En fait, ça c'est vraiment ce qu'on a essayé d'illustrer avec le Data Agent, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est très compliqué d'aller copier-coller les transcripts de conversation, d'aller copier-coller les WhatsApp, SMS, etc. Donc aujourd'hui, l'IA nous permet d'interpréter toute cette data et de la stocker de manière intelligente dans le CRM. Donc je pense qu'on débute une nouvelle ère. On va faire beaucoup moins de manutention de données et l'IA va faire beaucoup plus de choses pour nous. Et c'est plutôt une bonne chose parce qu'on avait encore beaucoup de choses qui étaient faites à la main. Je précise aussi un point qui est important, c'est que Stars a des activités qui sont très variées sur des domaines très différents. Donc c'est la première fois qu'on voyait en fait une société qui avait fait une couverture aussi large d'activités, quasiment de A à Z, du stade d'avant-vente à l'après-vente. Donc forcément, ça multiplie les problèmes et les besoins de configuration. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille ensemble aujourd'hui et c'est vraiment un très bel exemple d'intégration horizontale d'HubSpot sur des activités assez multiples. Je me demandais si vous aviez des questions à poser à Johnny. Vous pouvez le faire dès maintenant ou lors du petit apéritif qu'on va vous proposer. Je vous rassure, on arrive au terme de cette conversation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on a voulu vraiment inviter un client avec nous pour aussi pouvoir le faire témoigner de son usage réel de la plateforme. Il y a évidemment des histoires qui sont des belles histoires de mise en place HubSpot et on voulait aussi vous dire que voilà, c'est parfois des parcours plus compliqués, mais on arrive toujours à trouver des solutions pour mettre en place de l'IA, de l'automation à partir du moment où les datas sont unifiées et centralisées. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui. Il y a moi par rapport à ce que vous expliquiez par rapport au relais email, WhatsApp, des commerciaux ou quoi. Aujourd'hui, avec le RGPD, on nous ennuie énormément par rapport aux non-conversations, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit du fait qu'on doit enregistrer ou retranscrire ou recueillir des infos d'une personne client ou personnel de société? Comment ça se passe si le salarié demain soit quitte la société, soit si le client ne veut pas que ça soit exploité? Est-ce que le client est au courant qu'il est éventuellement enregistré ou que ce qu'il dit, les informations qu'il divulgue sont utilisées à des fins entre guillemets commerciales, quoi? Alors ça dépend des canaux de communication, tu pourras compléter ma réponse Ludwig si tu veux, mais évidemment les canaux évidents c'est les formulaires web, ça va être les visios pendant lesquels on a pour devoir quand même d'informer nos prospects et clients qu'ils sont enregistrés. Et des canaux plus informels comme le SMS et WhatsApp, effectivement, là, il peut y avoir une zone grise autour de ces canaux-là parce qu'on ne va pas à chaque fois proposer à nos clients leur consentement lorsqu'on va stocker ces données-là. Ce qui est important de savoir quand même, c'est que HubSpot est une plateforme qui a fait un très gros travail de digestion de toutes les contraintes RGPD. Donc en fait, toute la gestion du consentement, la gestion de l'accès aux données, la gestion des cookies également, des contraintes qui sont assez lourdes, sont en fait gérées intégralement par HubSpot. Ludwig, je ne sais pas si tu veux compléter ma réponse sur ce sujet. Oui, je peux apporter quelques petites précisions. En effet, le RGPD, il vous impose, surtout à des entreprises qui travaillent avec des consommateurs donc particuliers, parce que le cadre légal du RGPD est quand même plus souple avec le B2B. Pour du B2C, en effet, vous avez le devoir d'informer l'utilisateur de la finalité de traitement des données. C'est ça le terme légal. Donc en gros, je vais dire à l'utilisateur, voilà ces données que vous m'avez données, en fait je vais les utiliser à des fins commerciales, à des fins marketing, à des fins de statistiques, etc. Si on prend l'exemple d'un appel téléphonique, typiquement demain vous branchez de la téléphonie sur votre CRM, vous devez avoir un disclaimer en début d'appel. Il dit cet appel va être enregistré, est-ce que vous y opposez? Oui, non. On a tous appelé un service aujourd'hui téléphonique. Il y a ce disclaimer. Si vous voulez respecter le cadre légal, c'est pas une problématique d'outil, en fait, c'est une problématique de process. Et là, en effet, vous êtes tenu d'informer votre client que vous enregistrez l'appel. Et en tout cas, lui laisser le choix d'accepter ou de refuser en fait cette injonction. Et c'est pareil pour tous les types de communication, que ce soit le SMS, que ce soit le WhatsApp, etc. Si demain
une personne de votre équipe donne son numéro de téléphone personnel, qui n'appartient pas à l'entreprise, donne son numéro de téléphone personnel à un client, il n'y a aucun outil qui va pouvoir vous trouver une solution en fait, à cette problématique-là. C'est-à-dire que légalement, c'est une faute. Parce qu'en fait, ce téléphone-là, vous n'avez aucun contrôle dessus. Et puis derrière, en fait, si vous avez un contrôle ou quoi que ce soit, admettons, vous avez un salarié. Vous donnez un numéro de téléphone d'un salarié qui est un numéro perso. La personne derrière, elle quitte l'entreprise et puis ensuite elle se met à son compte et elle décide de démarcher des anciens clients à vous. Dénonciation à la CNIL, il y a de fortes chances que vous preniez un tir. C'est normal. Parce que, en fait, vous avez décidé à ce moment-là de donner un numéro de téléphone personnel dont vous n'aviez pas le contrôle. Par contre, si vous mettez en place de la téléphonie, il y a des outils AirCall, Ringover, des outils VoIP, vous achetez le numéro de téléphone et là, du coup, vous êtes en contrôle. Le commercial demain, il part, en fait, cette donnée, elle reste dans votre CRM, le commercial, il n'y a pas accès, et donc là, vous respectez le RGPD. Donc en fait, c'est vraiment une question de respect des protocoles. Après, comme le disait Stéphane, indépendamment de la gestion que vous en faites, il y a en effet des outils à choisir pour bien s'équiper. Soit lui gère très bien en fait, le RGPD, que ce soit au niveau de la gestion des opt-in ou l'empêchement automatique d'envoi d'email si jamais il n'y a pas d'opt-in qui est derrière, quoi. Mais je voulais revenir sur la question de l'appel téléphonique ou du numéro de téléphone personnel parce que en fait, ça fait en effet partie des contraintes du RGPD. C'est pas des contraintes que pour pouvoir résoudre un outil comme HubSpot, mais plus des contraintes que vous allez pouvoir résoudre en mettant des processus en place en entreprise. Et si demain un client vous appelle et dit moi je souhaiterais que l'ensemble de mes données soient supprimées, c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait en un clic sur HubSpot, donc vous pouvez supprimer toute une fiche contact et supprimer l'ensemble des informations que vous avez sur un contact. Ce que je veux dire, Johnny, je pense que vous allez avoir le même problème. Moi, je vois depuis quelques années, on signe de plus en plus de NDA. Où en permanence, on nous demande donc. Et c'est vrai que je voudrais juste voir pour pas pouvoir se mettre à. Parce que je veux dire, l'outil, je pense qu'apparemment, c'est vrai qu'entre le témoignage de Johnny ou quoi, on voit qu'il y a vraiment des convergences et je pense une plus-value commerciale très concrète. En gros, c'est juste pour pas devoir se mettre à la faute, vous voyez, par rapport au NDA où à un moment, il y aura automatiquement un intervenant dit extérieur qui va apporter le plus-value commerciale. Et c'est là, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, on a des champs d'application du moins hyper restreints où on nous demande de plus en plus de tenir informé. Ouais, mais en fait, par exemple, on a aussi, entre guillemets, un peu le souci envers des fois. On a des clients, par exemple, comme expliquait Ludwig, qui veut se désabonner, par exemple, du mailing, mais en même temps, ils peuvent aussi se désabonner des mails one-to-one grâce à HubSpot. Et donc, on a des clients, par exemple, qui utilisent nos services, pas beaucoup, hein, mais peut-être 2 ou 3, auxquels on ne peut pas envoyer la facture par mail, parce qu'en fait, il s'est désabonné des mails one-to-one. Et donc, on respecte son choix, mais à un certain moment, on court dans une situation inverse que, en fait, le client, il veut travailler avec nous, il veut utiliser nos services, mais il ne peut pas recevoir la facture parce qu'en fait, il a dit « je ne veux pas de mail one-to-one avec… Donc, on ne peut pas lui faire une proposition commerciale. La seule chose qu'on peut faire, l'appeler en disant « on ne peut pas t'envoyer de mail. » Et des fois, c'est comme ça. Bon, généralement, c'est une erreur parce qu'ils ont fait désabonner tout en automatique. Ils n'ont même pas lu. Donc, normalement, ils réactivent, une fois qu'on les appelle, on leur dit vous avez désactivé les mails one-to-one. Ils réactivent ça. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a tout ce système en place sur HubSpot. S'il y a une autre question, ce sera peut-être la dernière, après on pourra en discuter autour du buffet qui vous est servi. N'hésitez pas, sinon on va clôturer cet échange et puis on vous remercie d'être venu ce soir. Donc je vous rappelle qu'on a un buffet qui est là et un petit verre, donc ravi d'échanger avec vous dès maintenant si vous le souhaitez et puis à très bientôt.